Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et je suis géographe. Et au risque de vous décevoir, je ne connais pas toutes les capitales ni tous les fleuves du monde. En revanche, je travaille avec des cartes et quand je regarde une carte et un territoire, j'essaie de comprendre comment les gens se sont installés, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés là, comment est-ce qu'ils ont fait de cette portion de terrain un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de loisir, bref, un territoire. Je ne suis pas venue vous montrer des cartes ce soir, j'aurais pu, mais j'ai décidé de venir vous parler de la reconstruction post-catastrophe et de comment est-ce qu'on s'adapte, comment les sociétés s'adaptent en phase de reconstruction post-catastrophe. Je suis sûre que les termes de reconstruction, de relèvement, de réhabilitation, de réparation parlent à tous et à chacun, que ce soit par rapport à des choses que vous avez vécues, vous, individuellement, ou par rapport à des éléments qu'on vous a rapportés. On peut penser à la perte d'un être cher, à la maladie, à des conflits armés qui sont d'actualité, aussi à des catastrophes dites naturelles. Et j'ai bien dit dites naturelles parce qu'il y a un vieux débat dans la science des risques qui met en avant le fait que les catastrophes ne sont pas naturelles. La source, l'origine, peut être naturelle, mais la conséquence qui devient une catastrophe, c'est lié à nos sociétés, à notre implantation sur un territoire. Prenez par exemple le cas d'un tremblement de terre. Si vous avez un tremblement de terre qui se produit en plein désert, est-ce qu'on parle de la même manière d'une catastrophe que s'il se produit sur un espace qui est aménagé, habité, occupé par des communautés, des individus? En effet, ce n'est pas tout à fait le même type de catastrophe, ce n'est pas tout à fait le même type d'événement qui se produit hors population humaine, hors territoire humain. Plus précisément, je suis donc venue vous parler de la reconstruction post-catastrophe. Et la reconstruction post-catastrophe, elle peut s'entendre à beaucoup de domaines d'application différentes, que ce soit des risques, des catastrophes naturelles, mais aussi des conflits, des guerres, des traumatismes. Et une des caractéristiques de cette phase de reconstruction post-catastrophe, c'est qu'elle comporte en elle de nombreux espoirs et de nombreuses attentes, au premier rang desquels celui de se relever moins vulnérable, c'est-à-dire résilient. C'est donc de cette forme d'adaptation que je suis venue vous parler ce soir. Pour commencer mon travail sur la reconstruction post-catastrophe, je me suis posé une question: quand est-ce qu'elle démarre et quand est-ce qu'elle s'arrête? En termes de point de départ, c'est assez facile de poser une borne, c'est-à-dire que la reconstruction fait suite à la gestion de crise et qu'une fois que les secours partent d'un territoire, c'est-à-dire que les personnes ne sont plus en danger, que leur intégrité physique est assurée, n'est plus mise en danger, et bien là démarre cette période de reconstruction. Mais cette période de reconstruction, elle est marquée au tout début du processus par ce qu'on appelle une compression temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une grande quantité d'actions à mener en même temps sur un territoire, de manière très rapide. Il y a une grande quantité de décisions à prendre, une grande quantité d'actions à mener. Il faut nettoyer, enlever les gravats. Ici, vous avez des illustrations de voitures et puis de bateaux un peu plus bas dans le cadre d'un cyclone. Trouver des lieux où stocker ces gravats, ces déchets de la catastrophe. Et puis, il faut trouver des solutions. D'abord, temporaires, pour reloger ceux qui ont tout perdu. Des solutions qui peuvent être un peu précaires. Et puis, très vite, il faut s'engager dans des solutions plus permanentes où on va tenter donc de reloger de manière plus durable les populations qui ont été sinistrées. Pour réaliser ce travail, j'ai mené mon baluchon, mon sac à dos, depuis une petite dizaine d'années, de la France métropolitaine à l'Indonésie, au Japon, en passant par les Antilles, pour aller voir comment, sur les territoires, les gens s'étaient relevés, comment est-ce qu'on avait reconstruit après des grandes catastrophes. Ce travail, il a été composé principalement d'enquêtes, de rencontres avec les personnes qui ont fait la reconstruction, c'est-à-dire les gens qui ont fait le territoire que j'avais sous les yeux au moment où j'y étais. Ces rencontres, elles m'ont permis d'identifier plusieurs types d'adaptations qui ont été mis en place, des adaptations qui touchent à la fois à l'aménagement du territoire, qui touchent à la fois à la restructuration des modes de vie des communautés, mais aussi des adaptations qui touchent au mode de prise de décision, à la gouvernance des risques de l'environnement et des territoires de manière plus générale. Je vous le disais en introduction, dans la reconstruction post-catastrophe, on a un idéal, un objectif, c'est de se relever plus résilient, de limiter la reproduction des vulnérabilités. Eh bien, cette limitation de la reproduction des causes de la vulnérabilité,
elle fonde la théorie du Build Back Better. Le Build Back Better, c'est quoi? C'est reconstruire en mieux, faire mieux que ce qu'on avait avant. Et dans mes travaux, j'ai essayé d'identifier des piliers qui feraient ce Build Back Better, qui feraient cette reconstruction en mieux, cette résilience collective. J'en ai identifié 3 qui interagissent et que je vais vous présenter maintenant. Le fondement de ce travail, ça a été aussi de se poser la question de est-ce qu'on souhaite revenir à l'état d'avant? Est-ce qu'on souhaite revenir à un état normal, à une norme? Cette expression qui est très répandue dans le milieu de la gestion des risques pour la post-catastrophe, qui est de revenir à la normale, est-ce qu'on a intérêt? Est-ce que c'est vraiment notre volonté de revenir, de reconstruire à l'identique tout ce qui a été détruit et finalement tout ce qui faisait partie des causes de notre vulnérabilité? Eh bien, pour penser cette reconstruction différente, j'ai donc identifié ces 3 piliers. Le premier, il est en lien avec la construction des bâtiments, des infrastructures, et en lien avec nos manières d'aménager les territoires. En post-catastrophe, quand les bâtiments ont été détruits, il y a une possibilité, c'est de reconstruire plus solide, plus résistant, en lien avec les forces des catastrophes qui sont associées. Par exemple, je pense aux constructions parasismiques ou paracycloniques. Il y a une autre possibilité qui est celle de délocaliser des enjeux, c'est-à-dire réaménager le territoire, repenser nos modes d'organisation. Alors la délocalisation, elle peut être intéressante et elle est mise en place des fois quand on estime qu'un enjeu est trop dangereux pour le type d'activité qui est exercée ou trop dangereux pour ses occupants, pour les habitants. En France, on a un processus, un dispositif qui nous permet de proposer aux habitants de ces maisons-là, de ces enjeux-là, un rachat de leurs biens pour qu'ils puissent se reloger ailleurs, hors zone à risque. C'est très bien. Mais il y a des enjeux qu'on ne peut pas déplacer. Et puis, il y a des territoires où si on envisageait d'enlever tous les enjeux qui étaient exposés à un ou plusieurs risques, eh bien, en fait, on viderait complètement le territoire de ses habitants et de ses activités. Alors, on protège. Alors, on adapte. On construit des digues, des murs anti-tsunami, par exemple. On construit des barrages qui sont efficaces jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain stade, au-delà duquel ils n'ont pas été conçus pour résister. Il y a donc d'autres types de mesures complémentaires qu'on peut mettre en place en termes d'aménagement du territoire qui répondent aussi à des besoins d'attractivité de ces mêmes territoires. Je pense par exemple aux solutions fondées sur la nature, qui sont des éléments de génie écologique qui sont connus depuis des années et qui vont permettre, en même temps qu'on améliore la qualité de vie des habitants, de limiter les risques de ruissellement, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir, au lieu de bétonner et d'avoir des zones complètement imperméables, l'intégration d'espaces verts, de parcs, de noues, qui vont permettre d'infiltrer, d'augmenter la capacité d'infiltration des sols et de fait de limiter ce risque de ruissellement. Les habitations, les infrastructures, c'est bien, mais elles sont au service des populations. Alors je suis désolée, c'est un petit peu coupé, mais c'est pas très grave. Les populations, du coup, on essaye collectivement et individuellement de soutenir l'effort de relèvement, l'effort de reconstruction post-catastrophe. Ça va des petites, entre guillemets, actions de solidarité, aider au nettoyage, aider à la garde d'enfants, à aller chercher des victuailles, des vivres, de la nourriture, de l'eau par exemple. Ça va aussi jusqu'aux aides plus importantes en termes de montant, en termes de quantité, et je pense aux aides de l'État, par exemple, qui ont été mises en place aussi pendant la crise Covid, notamment pour permettre aux individus, aux salariés, de continuer à avoir un revenu, et pour les entreprises, leur permettre soit le maintien d'activité quand c'était possible, soit de survivre malgré l'arrêt de l'activité et de préparer la reprise d'activité après. Il y a aussi une autre possibilité, une autre alternative, c'est par exemple si on pense à des territoires qui ont un seul mode de fonctionnement économique, une monoéconomie touristique, c'est le cas dans la plupart de nos îles des Outre-mer. Quand on a ce mode de fonctionnement qui est en plus très vulnérable aux catastrophes naturelles, si vous avez une monoéconomie touristique et un cyclone qui passe sur une île, l'ensemble des infrastructures sont sinistrées ou détruites, et de fait, l'activité économique totale de l'île s'arrête, puisqu'on n'a plus de touristes, plus d'infrastructures pour les accueillir. Alors, il y a une possibilité de diversifier les moyens de subsistance, d'aider par le biais de formation, de reconversion,
les individus à diversifier leur mode de vie pour être moins vulnérables en cas de crise. Je vous parlais de financement et d'argent. En France, en effet, après les catastrophes naturelles, c'est la plupart du temps l'État qui vient en large majorité apporter des fonds pour reconstruire les territoires et relever les sociétés. Cet argent public, il a des lois, des règles de distribution, des règles de diffusion, c'est-à-dire qu'il faut mettre en concurrence les entreprises pour avoir le prix le plus juste possible, par exemple. Il y a différents types de règles comme ça qui sont liées à la dépense de l'argent public. On ne peut pas dépenser n'importe comment l'argent public. Or, ces règles, elles sont longues, elles sont chronophages, elles prennent beaucoup de temps à être mises en place et il faut passer d'un ministère à l'autre pour avoir les différentes autorisations. Et ce que j'ai observé dans la phase de post-catastrophe, c'est que systématiquement, après des catastrophes majeures, on avait une réorganisation, une restructuration à l'échelle locale et nationale de la gouvernance et de nos modes de prise de décision sur les territoires. C'est-à-dire qu'on va avoir un mode de gouvernance interministériel. On va arrêter de penser en silo, le social d'un côté, le logement de l'autre, l'écologie de l'autre et l'environnement encore ailleurs. On pense les choses de manière globale. Et cette capacité à se restructurer, à se réorganiser en post-catastrophe, elle est liée au besoin de répondre rapidement aux besoins des sinistrés et de dépasser de fait ces procédures qui sont longues et chronophages administrativement. Et elle montre aussi notre capacité à fonctionner autrement. Parce qu'on a l'impression, quand on est dans le temps normal, hors phase de reconstruction post-catastrophe, qu'on ne pourrait pas fonctionner autrement que comme on fonctionne, que tout est tellement ankylosé, qu'il y a une telle inertie du système qu'on ne serait pas capable de fonctionner différemment. Or, la période de reconstruction post-catastrophe, avec le besoin qu'elle a de faire travailler les gens ensemble autour du territoire et de la société, nous montre qu'il y a cette capacité de réorganisation qui est réelle, existante, et que ça fonctionne. Alors vous me direz, selon ce schéma, à force de catastrophes et de reconstruction, eh bien en fait on deviendrait complètement résilient. D'un coup sur l'autre, on aurait réduit la vulnérabilité d'avant et puis on serait prêt en fait et on serait complètement et totalement résilient au bout de quelques galops d'essai finalement. C'est un peu plus compliqué que ça, vous vous en doutez. En effet, la reconstruction, elle part pas d'une page blanche, elle part pas d'un état zéro. Elle se fonde sur ce qui était avant, sur ce qui existait avant la catastrophe, sur ces modes de fonctionnement qui sont à la fois nos causes de vulnérabilité, nos sources de vulnérabilité, mais qui sont aussi les fondements de nos capacités d'adaptation futures. Alors cette adaptation, certes, elle peut se mettre en place en période post-catastrophe, mais elle peut aussi se développer, se mettre en place dans des temps calmes, hors temps de reconstruction. Pour ce faire, ça nécessite de choisir qu'on va investir de l'argent public, du temps, sur un objet qui est virtuel, le risque, quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. La phase post-catastrophe, on peut la considérer comme une fenêtre d'opportunité pour mettre en place ces adaptations parce que justement, les dommages, les destructions ont révélé, ont donné à voir les vulnérabilités du territoire, à la fois structurelles mais aussi organisationnelles. Cette prise de conscience, elle est utile et elle est moteur pour des petites adaptations qui se mettent en place progressivement. Le concept que j'ai développé dans le cadre de mes travaux de thèse et puis après, c'est le concept d'une reconstruction qui soit éthique et préventive. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place des mesures qui vont permettre un accès plus juste aux ressources pour tous, réduire la marginalisation, donc des principes de justice sociale et territoriale, mais aussi des mesures de prévention des risques actuels et futurs. Et sur ce point particulier, reconstruire différemment, c'est aussi résister aux incertitudes. Parce que d'accord, on va reconstruire différemment. Mais qui nous dit, qui nous garantit que cette reconstruction différente va vraiment nous permettre de réduire nos vulnérabilités? Et si elle le permet pour un type de catastrophe, est-ce qu'elle va le permettre pour l'ensemble des autres types de catastrophes auxquelles on est exposé? L'ensemble des autres crises auxquelles on est exposé? Alors j'ai envie de faire référence à un grand monsieur de la pensée de la gestion des crises, Patrick Lagadec, pour ne pas le nommer, qui nous disait il y a quelques années que pour gérer les crises et les catastrophes, il fallait finalement se préparer à ne pas être prêt, se préparer à être surpris.
Mais se préparer à être surpris, à ne pas être prêt, ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que ça arrive. Ça veut dire mettre en œuvre l'ensemble de nos moyens et de nos ressources pour réduire les vulnérabilités qu'on a identifiées, celles qu'on connaît, tout en étant conscient que potentiellement, il y a d'autres vulnérabilités qu'on n'a pas identifiées, qu'on n'avait pas vu venir, qui vont émerger, peut-être des prises de décision qu'on aura eues là, peut-être de l'interaction avec d'autres types de causes de vulnérabilité bien plus anciennes que les décisions de reconstruction. Alors pour finir, je voudrais vous dire un tout petit mot sur l'adaptation au sens large et citer cette citation de Darwin qui a été choisie par les organisateurs du TEDx aujourd'hui et qui était la citation de clôture de ma thèse, qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent. Merci.